Hello, bienvenue sur The Learning Diary, le podcast pour les concepteurs pédagogiques qui veulent découvrir la vraie vie des concepteurs freelance. Tu t'intéresses au freelancing mais tu n'oses pas te lancer? Tu es déjà freelance mais tu recherches des astuces pour bien vivre ton activité? Dans ce cas, ce podcast est fait pour toi. Tous les 15 jours, je partage avec toi mes expériences, mes questionnements, mais aussi mes erreurs et mes doutes en toute transparence pour t'accompagner dans ton aventure. Si grandir fait partie de ton vocabulaire et que tu considères qu'être concepteur pédagogique est bien plus qu'un métier, tu seras sans doute intéressé par ce que je mets en place pour m'améliorer en tant que personne, freelance et forcément conceptrice pédagogique. Persuadée que l'union fait la force, j'inviterai, au fil de l'eau, d'autres freelances à nous partager leurs conseils pour être concepteur pédagogique freelance épanoui. Je te souhaite une agréable écoute. Hello, bienvenue sur le premier épisode de The Learning Diary. Avant de commencer cet épisode, je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont fait un retour sur l'épisode 0 du podcast. Je suis vraiment contente de savoir qu'il servira à plusieurs d'entre vous. Merci aussi à ceux qui m'ont fait remonter des petits problèmes de son sur l'épisode 0. J'ai fait de mon mieux pour l'améliorer pour cet épisode-là, donc j'espère que ça ira mieux de votre côté. Pour ce premier épisode, je voulais commencer par un sujet qui revient assez souvent dans les réflexions des personnes qui veulent se lancer en freelance, ou du moins qui y réfléchissent, à savoir quelles sont les différences entre être concepteur pédagogique salarié et concepteur pédagogique freelance. Je t'ai donc listé 13 différences que j'ai pu constater entre les deux, sachant que moi j'ai été salariée plutôt dans des services formation en entreprise et pas en agence de learning. Donc je n'ai pas d'expérience à ce niveau-là, alors si c'est des sujets qui t'intéressent, je t'invite à contacter des personnes qui ont déjà eu ce type d'expérience. Et si jamais toi-même tu as eu des expériences en agence de learning, je serais super curieuse d'avoir un peu ton retour dessus. Alors si tu veux qu'on en discute, n'hésite pas à me contacter. Le premier point, je pense que si tu te lances, tu vas t'en rendre compte très vite, c'est le fait d'avoir une équipe. Alors il est possible que tu décides de créer ta boîte avec des associés ou avec des partenaires, donc là tu auras déjà une équipe, mais la majorité du temps, quand on se lance un peu tout seul, et puis ensuite on peut rencontrer des personnes avec qui on a éventuellement envie de faire des partenariats. Donc moi je vais plutôt te parler de mon expérience, donc de la partie où on est tout seul quand on se lance. Il peut arriver que tu trouves sur des clients super qui t'intègrent dans leur équipe, et donc où tu vas vraiment faire partie de cette équipe, où tu vas vraiment te sentir bien, et tu vas pas forcément voir de grosses différences avec le fait d'être salarié. Malgré ça, tu es freelance, donc la mission, a priori, c'est quand même pour du court terme, parce que souvent, sinon, ils embauchent. Alors tu restes quand même un électron libre, c'est ce que j'ai tendance à dire par rapport au freelance. C'est pas forcément négatif, mais je pense qu'il faut quand même être prêt à être considéré comme une personne externe. Ça paraîtra logique pour certains, mais je sais qu'il y a des personnes qui ont vraiment besoin de sentir qu'elles font partie d'une équipe, et je pense que le fait d'être freelance, ça permet pas forcément d'obtenir ça, à moins d'avoir une mission vraiment long terme. Donc pour revenir au fait d'avoir une équipe, c'est quand même cool d'aller au travail et de pouvoir parler avec tes collègues, comme je disais, qui fassent le même métier que toi ou non, parce que ça te permet de faire des petites coupures, de penser à autre chose. Et il y a aussi la partie sociale en fait. Je sais que moi, quand j'étais salariée, étant donné que je suis introvertie, j'avais pas forcément besoin d'échanger énormément avec mes collègues, mais je connais des personnes qui en fait peut-être partie, qui ont besoin de cette partie vraiment où ils vont pouvoir échanger avec les autres simplement, et donc c'est forcément plus simple quand tu es en présentiel avec tes collègues. Le deuxième point que j'ai repéré, c'est le lieu où tu peux travailler. Alors, en tant que freelance, tu vas pouvoir choisir où tu travailles. Donc, généralement, ça va être soit chez toi, soit chez le client, ou alors il y en a qui travaillent dans des espaces de coworking, s'ils ont le budget et l'envie. Pour ma part, j'ai essayé les trois. Bon, en fait, le coworking, c'est pas trop pour moi. Ça, c'est vraiment un titre personnel. C'est super pour rencontrer d'autres freelances, découvrir les projets des autres, mais en fait, moi, j'ai énormément de mal à me concentrer quand il y a du monde autour de moi. Donc, clairement, en tant que salarié, les open space, c'était pareil. Et donc, si t'es un peu comme ça, il y aura toujours la solution de travailler chez ton client ou chez toi.
Ce qui peut être difficile chez le client, après ça dépend évidemment de sa personnalité, ça va être le fait, surtout si tu es sur une mission court terme, ça va être d'avoir déjà des horaires. Parce que mine de rien, quand t'es freelance, tu vas pouvoir choisir quand même à peu près tes horaires en fonction de ce que tu décides de proposer, mais ça, je t'en parlerai plus tard. Et de t'intégrer à une équipe que tu ne connais pas. Donc, quand la mission est court terme, je trouve que c'est un peu plus compliqué, enfin, peut-être pas pour tout le monde, hein, mais un peu plus compliqué que quand la mission, elle est à long terme. Et puis, tu vas avoir aussi le trajet en fonction d'où tu vis. Je sais que moi, quand je vivais en région parisienne, j'avais aucun souci à l'échelle client. Maintenant que je suis en province, c'est beaucoup plus compliqué et contraignant pour moi de me rendre, par exemple, en région parisienne, travailler chez le client. Maintenant, l'avantage, forcément, c'est d'avoir un cadre, parce que pour les personnes qui ont plus ou moins besoin d'être cadrées dans leur travail, c'est vrai que ça peut vraiment être une bonne chose. Et puis aussi le contact direct avec les clients, tout le monde n'est pas à l'aise pour être au téléphone ou en visio, ou pour échanger par mail, donc c'est vrai que pouvoir alpaguer ton client quand t'en as besoin et que t'es sur place, ça peut être plus simple pour le travail et pour faire certaines réunions. Ensuite, il y a le travail chez soi. Concernant le travail chez soi, donc le télétravail, je pense que tu as sans doute dû le mettre en pratique l'année passée, et tu as déjà pu constater par toi-même les difficultés qui pouvaient être liées à ce mode de travail-là. Je dirais que le principal, c'est vraiment la partie autonomie. Ça demande beaucoup d'autonomie et je dirais aussi d'autodiscipline de travailler depuis chez toi. Surtout si en plus tu travailles dans une pièce de vie. Malgré ça, tu as quand même l'occasion de faire des pauses quand tu veux sans avoir à prévenir qui que ce soit. Donc ça, c'est une liberté, moi, qui personnellement m'est très chère et qui fait que ça compense le fait que je travaille dans une pièce de vie. Le troisième point, c'est le fait d'avoir un manager ou des collègues à qui poser tes questions. Parce que je pense que tu l'as déjà vécu. Dans notre métier, on a beaucoup de questions et parfois, dès qu'on fait quelque chose, en fait, on a un petit bug ou on a une question qu'on se pose. Le fait d'avoir des collègues, c'est vraiment pratique parce que t'as vraiment la possibilité de lui poser directement tes questions, ce que tu ne peux pas forcément faire quand tu es tout seul chez toi parce que il n'y a personne avec toi. Et même si tu as des amis qui sont freelance ou qui sont déjà ingénieurs pédagogiques salariés, ils pourront répondre à tes questions, mais certainement pas avec la même réactivité que tes collègues. Le quatrième point, là je vais te parler de tout ce qui est logiciel et matériel. Alors quand on est salarié, on n'y fait même pas attention parce que c'est fourni et en plus c'est gratuit. Donc on peut utiliser tous les outils qu'on a à disposition pour mener notre travail à bien. Mais quand on est freelance, en général, il faut les acquérir. Moi, je sais que j'avais acheté un nouveau PC avant de me lancer parce que mon PC perso était pas du tout assez puissant par rapport à ce que je voulais mettre dessus. Si tu utilises Storyline ou Captivate, par exemple, tu vas devoir aussi investir dans ces logiciels, ou un des deux, hein. Je te dis pas de prendre les deux. Tu verras en fonction de ce que tu voudras proposer et de ce qui t'est demandé. Mais ce sont des investissements à prendre en compte auxquels tu n'as pas besoin de faire attention quand tu es salarié. Donc je t'invite à faire bien attention à ces potentiels premiers investissements dans ton lancement en tant que freelance parce que ça te demandera de soit avoir de la trésorerie disponible avant, donc d'avoir mis des sous de côté pour pouvoir te les acheter, ou alors de le prendre en compte dans ton objectif de chiffre d'affaires. Alors, si tu n'es pas familier de l'expression chiffre d'affaires, juste pour t'expliquer rapidement, c'est le montant en fait que tu vas facturer à ton client. Donc c'est le montant, je dirais, pour comparer aux salariés, même si c'est pas du tout ça le calcul, c'est le montant brut en fait, donc je dis bien brut entre guillemets, auquel tu vas retirer tes cotisations, donc tout ce que tu auras à payer en termes de charges sociales et autres joyeusetés. Donc pour te donner un exemple, quand tu vas estimer le chiffre d'affaires que tu désires obtenir sur une année, tu vas prendre en compte les logiciels pour gonfler, entre guillemets, ton chiffre d'affaires pour être sûr d'avoir le salaire que tu veux et que tu puisses en même temps payer les logiciels que tu souhaites avoir ou d'autres choses. La cinquième différence, et pas des moindres, c'est le fait de pouvoir choisir tes projets. Quand tu es salarié, tu as ta fiche de poste en général et tu dois travailler sur les projets qu'on te confie, qu'ils te plaisent ou non. Quand tu es freelance,
On s'en rend pas forcément compte comme ça de l'extérieur ou même quand on est dedans en fait, mais on a vraiment la liberté de choisir notre projet. Après évidemment je sais bien que parfois on va pas pouvoir le choisir parce qu'on a des contraintes diverses qui vont nous pousser à faire telle mission, mais on a quand même la liberté de choisir notre mission, notre projet, les gens avec qui on veut travailler et ça c'est quelque chose que je trouve génial. Le 6e point, la durée du travail a moins d'impact sur notre salaire. Alors, je vais utiliser le mot salaire, même si on l'appelle pas toujours comme ça en fonction du statut d'entreprise qu'on a choisi, mais je vais dire salaire pour que ce soit plus simple. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que en entreprise, on peut avoir des échéances sur des projets. Je ne vais pas dire que on en a que quand on est freelance, mais le temps de travail équivaut à un salaire qui aura été fixé donc au moment de faire le contrat de travail. Quand tu es freelance, tu as évidemment établi un devis en début de mission, donc ton salaire, enfin ce que tu vas te payer ne va pas être hyper différent, sauf si la mission aura énormément débordé, que tu auras vu avec ton client pour rajouter du temps de travail. Mais là, sachant que tu as le droit d'avoir plusieurs clients, bah en fait je dirais que plus tu avances vite et efficacement pour tes clients, plus tu peux prendre de missions. Ce qui veut dire que tu n'es pas plafonné en termes de chiffre d'affaires sur un mois par exemple. Concrètement, si tu prends 3 jours à faire un storyboard, je te laisse imaginer un contexte, si tu prends 3 jours à créer ce storyboard en tant que salarié, ça ne change rien à ton salaire de fin de mois, mais ça pourra le changer si tu en prends 3 en tant que freelance, parce que tu auras tous les autres jours du mois pour travailler, et donc facturer. Je ne te dis pas de faire tout rapidement pour facturer le plus possible, je voulais juste souligner cet impact plus ou moins élevé de la durée de travail. Le 7e point, c'est vraiment le quotidien de freelance. Alors je pense que je te ferai un épisode particulier pour t'expliquer comment peut se passer une semaine chez moi. Même si évidemment, enfin chaque semaine ne se ressemble pas, mais bon, comme plusieurs personnes m'ont posé la question, je pense que je t'en ferai un peu plus tard. Mais le quotidien, je dirais que principalement quand on est salarié, les missions elles sont fixées autour de ton métier. Si t'es concepteur, tu vas avoir des missions en lien avec ça, avec les réunions qui vont avec, mais ça reste autour de ton cœur de métier. Quand tu es freelance, tu vas avoir d'autres tâches à réaliser. En fait, il s'agit de toutes les tâches en rapport avec le développement de ton activité. Ça peut être par exemple faire des devis, faire des factures, relancer les clients, trouver de nouveaux clients, donc prospecter, communiquer peut-être sur les réseaux ou par d'autres moyens. En fait, ces choses-là, ça va te prendre pas mal de temps et il faudra vraiment compter dans ton temps de travail. Donc t'imagines bien que tu vas pas pouvoir travailler à temps plein, à moins de déléguer ou être en portage par exemple, en portage salarial. Je t'en parlerai aussi un peu plus tard, mais là pour t'expliquer rapidement, en fait c'est le fait d'être porté par une boîte qui a les droits pour proposer des contrats de travail à des indépendants et qui va en fait gérer toute la partie administrative, donc du donnant-donnant, en fait, on va avoir la boîte de portage qui va prendre un pourcentage et s'occuper de ton administratif, et du coup pouvoir te fournir un contrat de travail, donc un CDD ou un CDI, qui te permettra par la suite de te lancer dans tes démarches administratives et personnelles, par exemple avoir un crédit, trouver un logement, enfin des choses comme ça en fait. Donc ça peut aussi être une solution qui est sympa. Mais j'ai prévu de te faire un épisode du coup sur les différentes solutions que tu peux avoir pour te lancer en freelance. Donc pour revenir à mon point 7, tu vas avoir beaucoup plus de travail à faire en tant que freelance, donc ça va changer tout ton quotidien. Et je pense que c'est quelque chose qu'on prend pas forcément en compte au début et qui reste quand même pas mal important. Le point 8, il s'agit du recrutement. Alors là, je te parle vraiment de mon expérience personnelle, je vais pas dire que c'est l'expérience de tout le monde, donc ce n'est pas une vérité générale, et je ne le prends pas comme tel. Mais je voulais quand même te le partager parce que j'ai quand même eu la question, et je trouvais ça intéressant de te le partager. Alors, au niveau du recrutement en tant que salarié, moi quand je postulais, c'était sur la base de CV et diplôme, donc tous les recruteurs vérifiaient que dans mon CV j'avais l'expérience en ingénierie pédagogique et que j'avais au moins un diplôme qui correspondait bien. Et je dirais que en freelance, j'ai vu une grosse différence.
c'est qu'en fait on me demande pas quel diplôme j'ai eu. D'ailleurs on me demande même pas si j'en ai eu. En fait on me demande surtout qu'est-ce que j'ai fait, sur quel projet j'ai travaillé. Donc pour ça, je trouve que c'est intéressant d'avoir un portfolio. J'ai aussi prévu un épisode sur ce sujet-là, mais je pense que, en tout cas pour ma part, ça a eu plus d'impact que le fait d'avoir le CV et les diplômes. Si on me demande le CV, je peux le donner, mais j'ai pas été amenée à les présenter. Donc du coup, je dirais que c'est plutôt le portfolio. Mon point 9 reprend un peu la partie temps de travail dont je parlais tout à l'heure, mais là je vais vraiment faire un focus sur le salaire. Je disais tout à l'heure que quand on est indépendant, on va avoir un chiffre d'affaires, donc ça va pas du tout être le montant qui va arriver sur notre compte, parce que comme j'expliquais, on a des choses à payer, en plus des cotisations sociales. Ça peut être par exemple les impôts, les logiciels, d'autres outils en fait. On peut être amené quand on est freelance à utiliser des outils complémentaires pour nous faciliter la vie, même si ça n'a aucun rapport avec notre métier, mais pour la partie administrative par exemple, moi je sais que j'utilise un outil qui me facilite énormément la vie pour ça, mais il est payant. Un compte bancaire, si jamais on ouvre un compte bancaire pro, pareil, il va nous coûter. Donc on va avoir plein de choses comme ça à payer, et en fait, c'est avec le reste, je dirais, qu'on peut se payer. En étant freelance, tu vas pouvoir gagner plus, ou beaucoup plus, en fonction du salaire que tu avais un salarié ou que tu imaginais pouvoir avoir, en fonction de tes ambitions, de ton expérience, de tes envies, des clients pour qui tu travailles. En fait, tu vas pas avoir de plafond. Ça, c'est une chose qui peut être évidemment appréciable. Après, au niveau du plafond, tu vas peut-être pouvoir l'être, par exemple, par rapport au statut de micro-entreprise. Si tu choisis ce statut-là, on va être plafonné, je crois, autour de 72 000 € l'année. Voilà, bon, ça te laisse quand même de quoi voir venir, mais voilà, tu ne vas pas avoir de plafonnement par rapport à ça. Et donc, ça, c'est quelque chose que je voulais aussi te souligner. Quand tu es salarié, tu es habitué à passer du brut au net. Donc, la différence en général entre les deux, pour un statut non cadre, je dirais que c'est 23%. Il me semble que c'est 23%. Donc, tu vas voir 23% qui vont se retirer de ton salaire brut. Bon, en général, tu fais pas trop attention parce que ce qui intéresse tout le monde, c'est de savoir combien il va toucher directement sur son compte, donc le salaire net. Là, en tant que freelance, tu vas quand même devoir prendre en compte que tu as aussi un pourcentage de cotisation à payer. Donc, je t'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais si par exemple tu choisis la micro-entreprise, tu vas avoir jusqu'à 22% de cotisation à payer sur ton chiffre d'affaires mensuel du coup. Parce qu'il faut déclarer les cotisations à l'URSSAF de façon mensuelle ou trimestrielle. Ce sera à toi de le choisir, mais ça, je t'en parlerai aussi plus tard. Alors pour le 11e point, je voudrais te parler d'une problématique, enfin en tout cas de quelque chose qui est problématique pour moi. Après avoir échangé avec d'autres freelances qui faisaient pas forcément ce métier-là, je me suis rendu compte que ça pouvait l'être pour beaucoup, donc je te le partage quand même. En termes de pratique métier, ça va être la même chose, parce qu'on va quand même malgré tout faire les mêmes missions, enfin qu'on soit salarié ou freelance, on va faire à peu près la même chose, en fonction encore une fois de ce que tu décides de proposer, donc je vais pas m'attarder dessus. Mais je me rappelle que quand j'étais salariée, dès que la journée de travail était finie et que j'avais quitté l'entreprise, je rentrais chez moi et je faisais ma vie. Alors là, comment dire que c'est carrément différent. Déjà, je travaille chez moi. Alors, quand j'ai terminé mon travail, je ferme mon PC, mais je suis toujours chez moi, je n'ai pas de transport. C'est cool, mais du coup, j'ai pas du tout le sas de décompression que j'avais avant. Et aussi, avant, c'était pas ma boîte, je travaillais comme si ça l'était, mais depuis que je suis freelance, je me suis vraiment rendu compte de ce que c'est quand c'est vraiment ta boîte. Et du coup, les choses restent dans la tête. Donc, t'as envie de mettre en place des choses ou tu as juste envie de terminer ta to-do list et tu l'as pas terminée, mais c'est plus l'heure de travailler. Alors, la déconnexion se fait difficile. Le 12e point concerne la gestion du temps. En tant que salarié, notre temps est partagé entre nos missions et les réunions qu'il y a autour. Alors que quand on est freelance, on peut vraiment gérer notre temps entre nos différents projets et tâches, ou même nos projets perso et nos loisirs personnels. On peut aussi avoir plusieurs clients, alors que quand on est salarié, en général c'est pour une seule entreprise. On va vraiment pouvoir gérer notre temps. Donc on a le même temps que les salariés, mais ce sera à nous de le répartir nos missions comme on en a envie. Et ça, c'est vraiment, vraiment sympa. Il y a des personnes qui travaillent dans la nuit, des gens qui travaillent le soir et qui se couchent tard et qui se réveillent très tard.
et au contraire des gens qui se lèvent très tôt, et en fait ça les empêche pas de faire leur travail. Après évidemment, en faisant attention à ce qu'on soit dispo pour les clients. Pour mon dernier point, bon, évidemment, il y en a plus que 13, mais j'allais pas non plus en faire 40. Je voulais te parler du niveau de stress. Donc, en tout début d'épisode, je te parlais de ta personnalité. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faudra certainement prendre en compte si tu décides de te lancer en tant que freelance et qui n'est pas toujours prise en compte. Mais en fonction de ta personnalité, le niveau de stress peut être très différent. Moi, je me rappelle que quand j'étais salariée, moi je suis une stressée de la vie, donc quand j'étais salariée, j'étais hyper stressée et vraiment j'étais ultra investie dans mon travail, alors que c'était pas mon entreprise. Quand c'est ton entreprise, tu es quand même à un autre niveau de stress, et donc c'est quelque chose qui peut être difficile selon les périodes à gérer, parce que tu n'as plus du tout les mêmes problématiques, je dirais, ou les mêmes raisons de stresser. Pour te donner un exemple, je vais parler de l'aspect financier. Quand tu es salarié, tu sais que ton salaire il va tomber tous les mois, que tu as été plus ou moins mal pendant le mois ou pas. Quand tu es freelance, non. Enfin, déjà, plutôt intérêt à être en forme et en fait à pouvoir mener tes missions à bien, parce que tu as une sécurité qui n'est pas présente comme elle peut l'être quand tu es salarié. Si je devais donner un point commun entre ces deux façons d'exercer notre métier, je dirais que ça recrute beaucoup. Je pense que tu l'as remarqué avec la crise sanitaire. Que ce soit pour du salariat ou du freelancing, ça recrute. Je rencontre de plus en plus de personnes qui veulent exercer ce métier et elles me posent souvent la question, alors je te le confirme, ça recrute, j'ai échangé avec pas mal d'entreprises pour m'en rendre compte. Donc c'est une très bonne nouvelle pour nous. Pour conclure, chacun a ses avantages et ses inconvénients. À toi de choisir en fonction de ta situation et de tes objectifs de vie à l'instant T. Je te parle de l'instant T parce que tu peux très bien décider de te lancer et de revenir au salariat plus tard, ou de te lancer plus tard. Ou encore faire les deux en parallèle. Pour commencer, il y a beaucoup de personnes qui aiment bien faire les deux en parallèle. Il n'y a pas de règle en fait. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose à faire. Ma question pour t'aider à choisir, quels sont tes objectifs de vie à cet instant ? Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu as apprécié le podcast, n'hésite pas à mettre une note sur Apple Podcast ou à me faire tes retours en me contactant sur LinkedIn en tapant Delphine Froid. À très vite!